Boisson de l'eau? Boisson de l'eau? Oh God! Si seulement le Oka savait à quel point est-ce que c'était comme mon go-to. Oh. S'il savait à quel point est-ce que j'ai pas le temps de manger avant qu'on enregistre, fait que le mieux que je peux faire, c'est commander. Là, c'est toute une prise de position. Là. On peut plus être commandité par Saint-Hubert. Hein. C'est au coq. Ben, si cet hiver faisait une bonne poutine au poulet, peut-être que je reverrais les affaires différemment, là, mais... Bienvenue au balado soirée peinture! Bienvenue! Épisode 115, je crois. Oui. Ouais, quand même. Ben, premièrement, remercions l'Abysse, fier commanditaire du podcast, qui font aussi de la poutine. Je ne me rappelle pas s'il y a encore la poutine au poulet, mais ils font encore de la poutine. Et la poutine au poulet du Oka, est vraiment pas. On est là pour parler de hobby, mais la bouffe et le hobby, ça va ensemble. Les nouvelles pépites de poulet de l'Abysse sont très bonnes. Puis moi, je les avais pris avec... Ouais, je pense qu'ils l'appellent pépites de poulet. En tout cas, c'est comme des morceaux de poulet, poulet popcorn. Voilà. C'est le poulet popcorn. Le poulet popcorn. Avec la sauce piri-piri. Ah ouais! Ok, bon, ben, prochaine fois. Ouais. Prochaine fois que je vais aller faire un tour là-bas et que je vais manger, je pense que je vais l'essayer. J'aime beaucoup le poulet popcorn. C'est mon genre de friandise. Je suis comme pas sûr qu'on pourrait appeler ça de la friandise, mais... Pas sûr que j'appellerais ça de la bouffe non plus. Je suis pas sûr. Donc, ben, comme vous voyez, aujourd'hui, on est deux. On est deux. Phil est absent en ce moment, mais il n'est pas reparti en voyage. Je pense pas qu'on l'a comme repoussé à ce point-là. Je pense qu'il ne pouvait juste pas être là aujourd'hui, malheureusement. Mais on est là, heureux, joyeux, plaisant, puis beau, dans le cas de David. Oh, et fait que je commencerai avec le tour de table tout de suite. On a comme un beau sujet qui s'en vient après, fait que je me dis, commençons tout de suite avec le tour de table. Fait que David, ton hobby ces derniers temps, ça a l'air de quoi? Fait que la semaine passée, j'ai monté le géant old school, que ça faisait longtemps que je voulais. Ouh! Attends, c'est celui que tu avais commandé de Games Workshop en made to order, il y a genre 3 ans? Ouais, je commençais par le positif, après ça, j'allais sur le négatif. Ah, ok. Désolé. C'est parce que j'ai eu l'impression que j'ai le temps de prendre ma retraite, mourir, renaître et de repartir vers la retraite, puis ton géant est arrivé. Oui, c'est exactement ça. Non, ça prend énormément de temps. J'ai même vu des gens qui recevaient leurs personnages bretonniers, là. Des commandes de métal bretonien du début de Old World, là, janvier, là. Hey, là. Tu vois, moi, je voyais, il y a un groupe Facebook pour ceux et celles qui trippent Old World. Sûrement que vous le savez déjà, là, mais on le dit. Là. Il y a un groupe Facebook The Old World qui existe, qui est très populaire, qui a beaucoup de monde dessus. Puis je voyais aujourd'hui des posts de gens qui avaient déjà reçu leurs nains made to order. Ouais. Mais les nains made to order, c'était genre la semaine passée. Là. Fait que je comprends pas comment. Je comprends pas. Quand tu fais ta commande, il y en a qui le reçoivent dans un temps normal. Mais dans mon cas, il avertissait que c'était 280 jours, quelque chose comme ça. Donc, c'est à peu près 9 mois. Ils te le disent. Là-dessus, en théorie, genre, tes attentes... Faut que tu regardes, là, parce que si tu le regardes pas, tu t'attends à... Tes attentes sont basées sur ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ça veut dire quelques semaines, à la limite. Ouais. Mais là, ça peut aller jusqu'à 9 mois. Puis, je pense qu'il faut peut-être le voir à la lumière de... Il y a 10 ans à peu près, là, tu me corrigeras si je me trompe, mais Game Workshop a fait Metal, c'est fini, on fait du Finecast. Ouais, ils ont dû se débarrasser beaucoup d'équipements, puis comme faire de la place dans la shop. Ouais. Puis le staff n'a pas été remplacé parce qu'il est parti à la retraite. Là, quand ils ont décidé de refaire du métal, il faut tout qu'ils ressortent ça des boules à mythe. Idéalement, la compagnie a fait un plan, puis quand ils mettent la production en marche, ils n'ont pas le problème qu'ils ont là. Mais bon, visiblement, ils ont le problème qu'ils ont là, puis ça les a forcés à ouvrir une 3e usine, je pense. Ouais. Qui est en train de s'acheter, puis ça ne se fera pas demain matin. Mais clairement, ils ont dépassé leur capacité de production de beaucoup. Surtout dans ce produit-là. Surtout dans ce produit-là qu'ils mettent, puis qui est complètement différent que le plastique, là, puis même que la résine. Ouais. Puis, ben, ils sont en train de rattraper ça. Mais ils n'ont pas bien prévu leur capacité de production, ça me semble assez clair.
Mais c'est ça qui est particulier. Quand moi, je travaillais chez Games Workshop, une des choses qui nous avait été mentionnée, c'était que dans le fond, un des gros problèmes qu'il y avait eu dans les premiers Finecast, c'était dû au fait qu'ils avaient utilisé les mêmes moules qu'en métal, mais ils n'avaient pas ajusté leur façon de faire les choses. Fait que dans le fond, leur façon de travailler avec les moules en métal était X, Y, Z, puis ils l'utilisaient exactement de la même façon que la résine, mais la résine ne réagit pas de la même façon que le métal. Les vents ne sont pas nécessairement aux mêmes places, n'ont pas nécessairement Ouais. besoin de la même espace, n'ont pas besoin d'être travaillés de la même façon. Je ne suis pas chimiste, je ne suis pas ingénieur, je n'ai jamais fait de smithing de ma vie. Fait que vous pardonnerez le fait que je reste dans les grandes lignes. Mais en gros, ce qui avait créé le problème du fail crap qui appelle sur Internet, qu'aujourd'hui, quand je vois des gens coller ça, je suis genre comme ah, t'es cute. T'as acheté quelque chose en 2010, t'as pas aimé le produit, mais tu n'y as pas retouché depuis 2010. C'est... En tout cas, ton appellation date, mais Ouais. dans les dernières années, comme après 2010, ils ont vécu plein de problèmes, puis il y avait tellement de recall sur les produits qu'ils n'ont comme pas trop eu le choix. Tu t'envoyais ton Commander Dante en résine, puis il y avait tellement de trous dedans qu'il n'avait pas l'air de Dante. Mais Il y avait l'air d'une pâte plus que al dente. Ouais, ouais. Euh, hein? Bravo. Hein? Ah, merci, Puis, merci, merci. mais c'est que le discours, même déjà à cette époque-là, si on fait les meilleures miniatures au monde. Ah, ben oui. Tu peux pas avoir le discours, je fais les meilleures miniatures Non, au monde, puis donner ce produit-là aux gens. non, je suis complètement d'accord. Puis c'est là qu'ils ont comme switché un peu leur façon de faire. C'est que là, dans le fond, à l'époque, ils avaient fait comme une grosse release. Si je me rappelle bien, là, à la release du Finecast, ce qu'ils avaient fait, c'était tout ce range-là en métal. Pow! Tout en résine. On leur fait tout one-shot. Mais je suis pas sûr que le troubleshooting a eu lieu sur tous ces modèles-là. Tu sais, le modèle avec la cape du Space Marine Captain, mettons Pedro Cantor, tu peux pas le travailler exactement de la même façon que le Cold One de Storm of Magic. Ouais. C'est pas le même niveau de détail. Il y a des petites écailles sur celle-là. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de tissu sur ça. Il y en a un sur ça. C'est la texture, le tissu, tout ça, c'est pas pareil. Fait que, il y a eu tellement de recall sur plein d'affaires différentes parce que justement, ils ont tout fait one-shot qu'après ça, ils ont commencé à les sortir comme au compte-gouttes. Tu pouvais voir, moi, je suis arrivé en 2011. Les premiers modèles que j'achetais en résine en 2011 n'étaient pas exactement du même niveau de qualité, mais étaient clairement meilleurs que ceux de 2010-2011. Et on avait une politique que n'importe quel modèle de Finecast que tu amènes qui n'était pas top qualité, on pouvait te l'échanger pour un autre modèle, puis on te le renvoyait là-bas, puis on s'occupait du shipping, on s'occupait des affaires. Tu l'avais acheté en magasin, évidemment. Ouais. Ensuite venait mais si tu as envie de le travailler, supposons, tu as acheté un Pedro Cantor, tu as des Crimson Fist, tripe ta vie, tu as ton beau modèle, il y a juste une petite bulle sur le bord de l'exhaust ici. Là. C'est vrai, il n'est pas top qualité. On peut le renvoyer directement là-bas. Mais venait ensuite la solution de dire, mais as-tu envie d'apprendre à sculpter la bulle qui est là avec du green stuff? Je vais te montrer comment le faire. Fait que là, tu avais le choix entre est-ce que je veux attendre une semaine ou deux avant de recevoir mon remplacement ou est-ce que je veux le faire maintenant? Puis je vais recevoir le skill pour pouvoir le faire, la personne va le faire avec moi. Puis bien évidemment qu'avec le temps, ben, j'avais besoin de donner de moins en moins de formation sur le sculpting avec le green stuff. Ça arrivait presque jamais. Parce que le Finecast était rendu bien, bien, bien meilleur. Après ça, ils ont décidé, ben la résine, c'est pas au même point que le plastique. Fait qu'on va garder Forge World comme étant, entre guillemets, la Cadillac. Je le mets dans des guillemets, OK? Et le plastique comme étant notre produit mainstream que les gens achètent. Fait qu'on va se focusser sur le niveau de détail et le niveau de qualité qu'on fait en plastique. Mais ça fait en sorte que toute ta technologie de résine, ces affaires-là, ça aussi, tu l'as comme tranquillement phase out, mis de côté. Ben là, tu ramènes du métal. Le métal qui utilise le même moule que la résine utilisait dans l'histoire que je vous racontais, ces moules-là ont 10 ans d'expérience de plus. Certains modèles comme ce géant-là n'existent plus depuis tellement belle lurette que peut-être même qu'ils ont fait un autre moule depuis, là, parce qu'ils ne l'ont pas refait en résine par après. On ne sait pas. Mais certains autres modèles, dont les nains dont je parlais tantôt, les nains, ils n'ont pas été discontinués depuis si longtemps que ça. Je suis pas mal sûr que c'est le même moule qu'avant.
Puis ils ont été en résine durant une dizaine d'années. Là. Fait qu'eux autres, j'espère, mais le 280 jours, c'est peut-être pour pouvoir s'assurer de te donner un top qualité. D'en faire plusieurs, puis de te donner la meilleure batch possible. Et moi, c'est ça que je serais curieux de voir. Les gens qui reçoivent leur The Old World, qui ont attendu, c'est quoi le niveau de qualité qu'ils ont dans leurs mains? Avec leur métal, je parle. Ah, c'est de la bonne qualité. Oui, mais là, tu sais, tout ton géant, tu m'avais envoyé une photo, fait que j'avais une petite idée. Mais ton géant, je serais pas surpris qu'il y ait un nouveau moule qui soit allé avec. Ou qu'il ait sorti le vieux moule de l'époque, mais qui n'avait pas été utilisé depuis tellement longtemps qu'il ne s'est pas magané. T'sais. Mais pour l'anecdote, à l'époque de Finecast, j'avais commandé la bannière naine qui est arrivée plein de bulles. Ouais. Puis j'avais commandé le héros nain sur la pierre de serment, la Outstone. Ouais. Je l'ai renvoyé 3 fois. Il est en métal. Je l'ai renvoyé 3 fois. Parce que j'ai eu 3. La figurine était comme décalée comme ça. Là. Ouais. Mon Cold One, c'était la même chose. J'ai acheté un Cold One de Storm of Magic. Là, je me faisais. C'était une idée débile que j'avais à l'époque. Là. Mais je me faisais une armée de Dark Elf. J'avais une grosse armée de Dark Elf. Puis je voulais juste des Cold One. Mais les Cold One de Storm of Magic, je les trouvais vraiment cool. Fait que je voulais les mixer avec mes Cold One de Cold One Knights. Pour faire comme un Beastmaster avec des Cold One. Ouais. Puis des Cold One Knight. Genre, avec Malus Darkblade, genre. Puis j'ai renvoyé ce Cold One-là, genre, au moins 3 fois minimum, moi aussi, parce que des fois, il était déphasé. Des fois, il y avait tellement de bulles sur les côtés qu'il n'y avait pas d'écailles. Il y avait juste l'air d'avoir pogné la lèpre, je veux dire. Fait que c'était pas parfait. Là, toi, il est en métal, celui qui était déphasé? Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça, je pense que c'est la façon dont le moule travaillait, j'imagine. Ça doit. Mais le contrôle... il va peut-être décollé ou tu sais, il était rendu lousse. Si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, c'était pendant la 6e édition de Warhammer 40 000, donc possiblement 2012-2013, on est dans ce coin-là. Il y avait eu un article dans un White Dwarf qui mentionnait, et dans un courriel à l'interne, on avait reçu que maintenant, il y avait une équipe gestion qualité pour les modèles de résine. OK. Pour pouvoir s'assurer de ne pas revivre ce qui était arrivé en 2010-2011. Ah, pas pire. Puis à partir de ce moment-là, pour vrai, j'ai vu effectivement un changement dans ce qu'on recevait en magasin, dans la quantité de modèles que je renvoyais. OK, c'est bon. Fait que, tu sais, ils se sont placés. Mais encore une fois, on est dans 1, 2, 3 ans plus tard. Fait que peut-être qu'ils ont réalisé, genre, si on paye des employés, peut-être que ça va nous coûter moins cher que la quantité de produits qu'il faut qu'on fasse pour remplacer ce qu'on a fait qui ne marchait pas. Genre. Rentabilité-wise, je ne suis pas sûr que cette équipe-là est restée nécessairement longtemps. On n'a jamais eu de courriel disant on l'a aboli. On n'a jamais eu non plus de courriel qui disait comme hey, elle est encore là aujourd'hui. Fait que je sais pas. Je sais pas. Mais ouais. Bon, tu sais, là, aujourd'hui, on est clairement rendu dans une autre époque. Là. Comme tu dis, 280 jours pour le géant, mais il arrive avec top qualité. Ouais. Une technologie beaucoup moins utilisée. Puis ça, parce que dans le fond, c'était pas mal juste Lord of the Rings qui l'utilisait encore, le métal, ça de façon doit. abondante. Là. Mais j'ai eu la chance, quand j'étais allé à Nottingham de visiter Mantic. Puis eux, ils nous faisaient visiter en arrière. En fait, j'étais tout seul en plus, fois là, fait que c'était personnalisé. Mais je l'ai vu, le gars qui faisait les moules, puis c'était comme... J'imagine, la façon dont on me l'expliquait, c'est que tout le monde faisait ça comme ça, fait que ça peut-être comme Game of Shop, mais c'est comme ils ont leur métal en fusion, ils mettent le moule, qui c'est un disque, dans une centrifugeuse, puis ils coulent le métal. Là, quand c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué. Ils checkent la figurine, si elle n'est pas bonne, ils la remettent dans le métal en fusion, fait qu'il n'y a pas de perte. Ouais, c'est vrai. Avec la résine, j'imagine qu'ils peuvent faire la même affaire aussi. Non, il y avait un faux avec la résine. C'était c'était une autre forme de complexité. Okay, je ne sais pas s'ils pouvaient réutiliser la résine après, mais en tout cas, je sais qu'il fallait qu'elle cuise, il me semble. Ouais. Bon. Ben écoute, tu as eu un beau géant, t'es content, ça a valu l'attente. Tu dois avoir hâte de le peindre, là? Ou tu mets ça comme pas de suite? Je suis je suis un peu dans les limbes encore dans mon hobby, fait que je l'ai monté parce que j'étais un indispensateur, je savais pas quoi faire, puis des fois monter quelque chose, c'est juste plus simple. En fait, je parlais avec le monde, hey, c'est vrai, j'ai reçu ça, j'ai monté. Puis sinon, j'ai commencé à peindre ma Jeanne d'Arc. Ah! Il n'y a pas d'image de la figurine peinte, fait que là, j'étais obligé d'aller voir des tableaux sur Internet. Ok, je vais le faire de même. Puis sur le tableau, elle n'a pas la même armure, elle n'a pas les mêmes affaires, fait que je vais au pif, là, mais on va voir ce que ça donne. Ouais, mais ça reste que l'agencement de couleurs va fitter.
J'ai hâte de Même si la voir. texture, mais tu sais, si sur la toile, ça fit au niveau des couleurs, sur le Ouais, modèle, ça devrait fitter encore. Ça reste que c'est de la couleur pour de la couleur. ouais, ouais. Ben, tu vois, là, j'ai mis des. J'ai oublié, je sais pas comment ça s'appelle, mais tous les petits. Le linge? Les. Ah, voilà. Toute l'attirail de cheval, Ouais. les reins, tout ça, j'ai tout fait ça en bleu. Mais l'image OK. sur laquelle je me suis fié, c'est une peinture où le cheval a un barding complet, un caparaçon complet Ah, bleu. carapaçon, ouais. Ouais, mais là, le cheval est blanc. Fait que là, j'ai fait mon bleu. Je pense que je vais aller venir l'éclaircir un peu, là, mais c'est bleu sur blanc, c'est pas le même effet que je pensais. Parce que là, le Ouais, blanc, il prend plus de place. Mais je vais mettre du doré sur mes pièces métalliques autour. ouais, Puis ça, c'est un peu le rappel sur l'autre truc, c'était des fleurs de lys dorées sur le bleu. ouais. Ben là, ça va être du doré Mais sur c'est les une pièces. meilleure idée que ton silver. Oui, ouais, ouais, parce que le Parce blanc que sur silver. blanc sur silver, Ouais, bleu avec tes highlights, ton bleu est un peu pâle. C'est pas pour ouais. rien là, que les Hallowed Knight des Stormcast sont argent, shiny, puis le bleu, c'est un Kentor Blue. C'est un bleu Ouais. nuit. C'est parce que juste. Puis que le reste, c'est du gold. C'est que c'est comme. C'est pas du brass. C'est pas du bronze. Tu Ah, es ok, allé faire ouais. du gold parce que le jaune qui est dans ton gold, puis le bleu dans le bleu nuit, ça va ensemble. Puis Oui. ton argent blanc, il est entre les deux. Fait qu'au niveau de l'agencement de couleurs, ça fesse, puis ça a du sens. Puis je sais que quand je vais faire ma base, ça va aider aussi, parce que j'ai fait Gandalf. Gandalf qui est tout blanc. C'est vrai. Fait que je sais que quand je Ah vais oui, faire ma puis les base, ça modèles va. blancs, là, c'est ça. Quand tu mets le dessous, ça encadre le reste du C'est modèle. Fait ça. que c'est là que ça pop. Ouais, ouais, ouais. Ben, surtout si la majorité de ton modèle il est blanc parce que c'est un cheval. Là. Oui, c'est ça. Puis son armure, c'est argent, parce que c'est une armure métallique de l'époque, là. C'est Ouais. pas de fantaisie là-dessus. Puis il y a un petit côté Jeanne d'Arc, c'est un personnage, là. J'embarque pas dans tout le délire autour, là, mais Jeanne d'Arc, c'est la pureté, parce qu'il y a un rapport à Dieu, etc. Fait qu'il faut que ce soit l'armure, donc ça va être de l'argent. Fait que t'as-tu essayé de faire un jeu de mots avec délire ou Non, non, non! Jeanne d'Arc délire? Tu sais, c'est un personnage qui avait des visions, qui était un petit peu délirant. Oh, même pas. Bravo. Hey, là, David, là, je peux pas croire que c'est moi qui les sors. Ben, j'aime ça. Ouais, dans le fond, tu voulais peindre des Hallowed Knight historiques, c'est ça que tu voulais faire. Exactement. Mais est-ce que, je te pose la question complètement out of the blue, là, mais est-ce que tu avais envie d'utiliser des huiles sur ton armure de Jeanne d'Arc? Non. J'y avais pas pensé. J'avoue que j'y allais pour simple et rapide. Parce Ok, que ben l'âge de la chevalerie s'en vient, puis j'aimerais savoir une petite force. Ah, ok, c'est bon. Ah oui, fait que là, tu travailles pour un projet en particulier. Oui, c'est ça. Mais Ok. là, ce qui est tough, pourquoi je suis dans les limes, c'est que il y a plein de projets autour de moi. Ouais. Là, j'arrive plus à me motiver pour un. Ok, fait que t'es fier de pas te raccrocher à une chose. Parce que des fois, je travaille sur un en disant, ah, j'ai envie de travailler sur l'autre. Mais il faut que je Ouais, finisse ça. Puis là, ouais. le temps que je finisse, je me démotivais. Ah, ok, je Puis là, comprends. j'essaye de tirer un peu partout en essayant d'avancer de quoi. Ouais, des fois, finir un peu de tout, ça fait C'est en sorte ça. que t'as rien de fini Ben, complètement, mais c'est t'as ça. avancé plein de trucs. C'est pour ça que je fais Jeanne d'Arc puis pas une force complète. Là, je me dis, ah, je vais Ouais. faire une Jeanne d'Arc. À la fin, je vais peut-être être comme, hey, ça me donne le goût de faire un autre chevalier, puis je ferai un autre chevalier. Ou à la fin, je vais faire, ah, ben j'ai fini ça. Bon, peut-être je vais aller faire un Tarzan. Ah, ben oui. Ben oui, ben oui, oui. C'est une bonne idée. Y Toi, a-tu autre Kevin? chose? Ah, ben moi, je suis encore dans ma spirale de Necromunda. Je suis encore pogné là-dedans. J'ai reçu mon fabuleux livre de Book of Desolation. Très heureux, qui est la campagne de Hive Secondus. Mais dans le fond, pour ceux et celles qui nous écoutent, ça pourrait intéresser. La boîte de Hive Secondus vient avec un livre de campagne à l'intérieur. J'en avais parlé un petit peu rapidement au dernier épisode. Mais c'est une self-contained campaign. Fait que c'est une campagne qui est dans la boîte. Fait que c'est fait pour être les deux Spire avec la gang de Vansar Tech Hunter contre les Gene Stealer, les Brute Scum. C'est fait pour être une boîte que tu joues un contre l'autre. La campagne qui est dans ce livre-là, deux choses super intéressantes. Le livre qui est dans cette boîte-là, c'est une campagne qui est faite pour être juste ces deux forces-là un contre l'autre. Ce n'est que ça. Ouais. C'est-tu style Dark Vengeance? C'est-à-dire, t'as 3 scénarios à faire. C'est ça la Tu as campagne? quelques scénarios. Ok.
t'as des règles, t'as des upgrades dedans, mais il n'y a pas de. Ils ont enlevé le market. Dans le fond, Pourquoi? le marché que tu pouvais aller acheter des trucs, Ah, là, tu sais, tu OK. accumules des crédits, puis Ouais, ouais, dans ouais. le fond, la boîte d'Hive Secondus te raconte un peu l'histoire que ta gang de Tech Hunter est l'idée par un Spire. Lui, il a l'armement pour descendre, pour pouvoir aller faire la job. Toi, tu as les connaissances qu'il y a de la technologie là-dedans. Il faut que tu y ailles pour ta gang. Fait que vous avez mutuellement besoin l'un de l'autre, mais vous vous détestez tout de même parce que le Spire, il est désagréable. Et de l'autre côté, il y a les méchants, les Gene Stealers, qui, eux, vivent dans Hive Secondus, puis attendent juste ça d'avoir de la chair fraîche. Un, pour les manger. Deux, pour les tourner en Brood-Scum. Pour les Oh! tourner en Gene Stealer Cult. Fait que le but de cette boîte-là, c'est de te raconter cette histoire-là. De te donner un market pour que tu ailles t'acheter un nouveau shotgun, Ouais, ouais. ça n'a pas vraiment sa place. Parce que vous êtes juste tous les deux. Et comment ça marche? Dans le fond, c'est Parce que tu vas qu'avant, c'est ça. jouer. Tu fais tes missions, puis là, tu vas changer ton équipement, réparer ton équipement, tout ça. Là, Là, là c'est un espèce de Survivor. ouais. C'est un espèce de zombie apocalypse. Dans le fond, c'est qu'il y a tellement peu de ressources, il y a tellement peu de choses. Puis le Spire, c'est un peu failé. Il est tellement comme let's go, let's go, let's go, let's go, que dans le fond, selon les phases dans lesquelles est-ce que tu fais la campagne, il y a comme 3 phases qui représentent la profondeur à laquelle est-ce que tu vas dans Hive Secondus. Puis il y a de moins en moins de ressources. Donc, ça n'aurait pas de sens d'avoir un market pour pouvoir aller le faire. Fait que tu ne peux pas recruter à l'extérieur de toi. Il y a de l'XP que tu peux gagner, des affaires que tu peux faire, mais ils ont vraiment enlevé les crédits. Ils ont enlevé le. Tes gars, ils meurent. Tes gars, ils Ouais. meurent. Il y a Ok, t'as moins de plus bonhommes. rien. T'as de Il y a moins en moins de. moins de bonhommes à faire Oui, avec la. oui. Oh! Puis les scénarios sont faits pour que. Les scénarios sont faits pour qu'au début, tes Tech Hunter puis ton Spire vont avoir beaucoup de chances de gagner les parties. Parce que les plus grosses bébites difficiles sont dans le bas. Ok. Fait que dans les premiers scénarios que tu joues, tu as un avantage en tant que gagnant. Puis quand tu arrives au milieu, ben là, on t'a enlevé un peu d'avantage. Une des façons qui est représentée, c'est que le range auquel est-ce que tu peux tirer avec tes armes diminue plus bas tu vas. Fait que si tu es en haut, Parce qu'il je y a moins de pense que c'est. lumière. Oui, il y a moins de lumière Oh, ok. et les Gene Stealers s'en servent. C'est volontaire. Les Gene Stealers ont la capacité de pouvoir être complètement amorphes. Pas je dirais amorphiques. Dans le Ok. fond, ils peuvent jouer avec leur constitution physique pour passer à l'intérieur des pipes. Fait que même si leur masse corporelle montrerait le fait qu'ils sont plus gros que les pipes, le fait qu'ils sont capables de popper de n'importe où, à n'importe quel coin de mur, à n'importe quel coin de vent qui est sur le côté, ben c'est fait pour représenter le fait que tu n'es jamais safe. Puis plus tu vas bas, moins il y a de chances que tu vois ce qui s'en vienne. Fait que là, tu as de moins en moins de survivants. Puis le but de la campagne, c'est de jouer, puis tenter le plus possible de gagner tes premiers scénarios avec le moins de morts possible pour pouvoir toffer le plus longtemps que tu es capable. Mais inextricablement, l'histoire se raconte du fait que tu ne vas pas t'en sortir. Fait que les Gene Stealers, à la fin, ont énormément d'avantages dû au tir qui est réduit, dû au Ok. fait que toi, tu as de moins en moins de survivants. Fait que quand tu joues les Brood-Scum, quand tu joues les Gene Stealers, au début, tu te fais donner des volets. Puis là, ben, après ça, plus que tu descends, plus que tu vois la différence de shift qui se fait. Puis les Brood-Scum, est-ce qu'ils peuvent recruter, eux, vu qu'ils sont chez eux? Non. Ah, non plus. C'est bien parce que en réalité, c'est pas qu'il. Si ma mémoire est bonne, il faudrait que je retourne voir dans le livre, là, mais si Ouais. ma mémoire est bonne, la gang du côté mettons, la gang méchante du scénario, elle restart tout le temps parce que selon le scénario, tu ne joues pas les mêmes bébites. Fait, dans le fond, tu pourrais jouer un scénario avec juste des Brood-Scum puis pas de Gene Stealer. Ouais, ouais. Puis dans un autre scénario plus tard, il y aurait juste 2 Brood-Scum puis plein de Gene Stealer. Fait que c'est pas fait pour représenter le fait qu'il y en a de moins en moins qui survivent, c'est plus fait pour représenter plus que t'es bas, plus qu'il y a Gene Stealer. Plus que t'es haut, moins il y en a. Parce que les Gene Stealers ont tendance à se tenir plus dans le bas. Fait que c'est vraiment plus ça qu'ils ont gagé au niveau des bébites. Ça donne une espèce de feeling de anti. Tu joues contre le jeu, genre? Ouais, ouais.
ça donne un peu ce sentiment-là. C'est que dans le fond, tu pourrais littéralement avoir un gars qui joue les Gene Stealers tout le temps parce que lui, il joue la bébite du jeu, puis l'autre, c'est le héros, tu sais. Ouais. Ah, ok. Fait que j'ai trouvé que la boîte était super intéressante, que c'était vraiment cool. J'ai vraiment hâte de la jouer. Je suis juste pas encore rendu à le faire. Mais le Book of Desolation, c'est la campagne complète. Donc, quand je dis la campagne complète, c'est que là, ils ont remis tout ce qu'on connaît. Fait que là, ils ont Ok. mis le marché, les gangers, le recrutement, toutes ces Ah, affaires-là. Fait qu'ils ont mis dans Book of Desolation toutes les choses qu'on connaît ouais. de Necromunda, mais ils ont mis les Data Crystals. Fait que les Ok. Data Crystals, c'est ce que tu te bats pour pouvoir aller chercher dans Hive Secondus. On pourra faire un épisode dessus. J'en ai pour des heures. Là. Mais en gros, le Book of Desolation te raconte l'histoire au complet de Hive Secondus et surtout le système de campagne. Où est-ce que là, tu peux jouer, si toi, tu veux jouer des Delac qui vont dans Hive Secondus, une des choses qu'ils te mettent dedans pour représenter l'histoire, c'est que tes Delac, ils savent que ça leur prend autre chose que juste eux. Parce que Hive Secondus, c'est complexe, c'est mystique, il n'y a personne qui revient de là. Ouais, ouais. Tu vas chercher un expert. L'expert, c'est le Spire. Fait que tu Ouais. remplaces ton leader de ta gang par un Spire. Puis lui, il a des règles Ah. spéciales qu'il est le leader de ta gang, Fait que t'as plus le mais il ne leader. peut pas. T'as plus de leader. Ah, ok. Fait que c'est une règle optionnelle, fait que tu pourrais décider de ne pas l'utiliser. Mais c'est fait pour représenter l'histoire de ce que tu jouerais normalement, qui serait tu veux avoir un Spire avec toi, choisis le type de Spire que tu veux, remplace ton leader, mets un Spire. Le Spire ne peut pas bénéficier des bonus de ta gang. Il y a des petites Ouais. limitations dedans. Fait que je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est vrai que c'est optionnel, mais je trouve ça intéressant de dire si tu veux vraiment raconter l'histoire comme que nous, on l'écrit, c'est ça qu'on raconte. C'est fait pour faire la continuité de House Elmar, qui est un peu dans la merde, puis que là, ils ont fait genre, on est tellement dans la merde que là, il faut qu'on déploie des forces, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on soit proactif. On peut pas juste s'asseoir sur nos lauriers. Fait que là, ils envoient des Spires, puis ils envoient du monde, mais ils envoient du monde qui ne savent pas comment se tenir en société. Fait que ça fout la merde. Fait que c'est ça. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle façon d'approcher les Spiriens. Là. À mon souvenir, dans les années 90, quand on jouait, c'était un gang à part entière. Tu avais 4 figurines, mais Ouais. c'était un gang à part entière. Ils sont encore comme ça. Ah, ok. Fait que tu peux jouer la gang de Spiriens. J'ai assemblé justement la nouvelle boîte avec. T'as un Spirien avec des ailes, t'as un Spirien avec une épée et un bouclier, t'as un Spirien avec 2 guns, t'as un Spirien avec puis 2 claws. Dans le fond, c'est qu'ils ont fait, dans la boîte d'Hive Secondus, ils ont mis le Horus Warsuit, que je vais appeler, Ok. qui est dans le fond, c'est un. Mettons, si je fais une description rapide, là, c'est un genre de Terminator. Ouais, Fait ouais. que c'est un Space Marine dans une armure Terminator, mais là, c'est un humain dans une genre d'armure Terminator. Fait qu'il y a des options de weapon. Il est plus fort, il y a des grosses griffes, il est plus endurant. Mais t'en as un ou deux dans une gang. C'est des spécialistes. Et les autres, ceux dont tu parles, mettons une petite gang de 4-5, ben eux, ils ont toute une petite spécialité, puis c'est une petite warband de gars. Et ça, ces gens-là, c'est qu'ils ont des sauts spécifiques à l'armement qu'ils veulent bien vouloir prendre. Puis tu as des options dans la boîte. Est-ce que tu veux pouvoir mettre 2 épées, un épée, un bouclier, une hache, un bouclier, 2 haches, 2 pistolets? Tu veux-tu le gars avec des ailes ou tu le veux pas avec des ailes? Fait que tu peux comme gosser là-dedans. Il n'y a pas beaucoup d'options. Et personnellement, j'aime pas du tout les têtes qu'ils ont mis dans la boîte. Je les ai pas mis sur mes bonhommes. J'ai Ok. vraiment pas aimé. Pour vrai, là, j'avais vu la paint job, tu peux aller voir. Ah, La paint job, comme d'habitude, quand Games Workshop fait de la paint job, des fois, je suis genre, wow, ok, j'ai vraiment hâte d'acheter ce modèle-là. Puis l'autre fois, je fais, c'est-tu la paint job ou c'est le modèle que je trouve laid? Je suis pas sûr. Mais les Spiriens, je les trouvais vraiment cool. Fait que j'avais vraiment hâte de pouvoir les faire. Je trouvais que leur lore était cool. J'étais comme, tant qu'à faire du Hive Secondus, je vais prendre des Spiriens. Là, j'ai tout entre les mains pour pouvoir faire les 2 campagnes comme que je veux le faire. Mais quand j'ai vu les têtes en vrai, j'étais comme, Ils ont l'air d'avoir changé les trucs parce que, à mon souvenir, le Horus, c'était pas un grade différent, c'était juste une armure différente. ben, Fait que ça peut-être se qu'ils peut ont que ce soit changé. ça se peut que le Horus, c'était une armure différente et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est juste que le Horus Warsuit qui est clairement plus gros que les autres Warsuits.
Ouais, avant je regarde une vieille photo, là, mais OK? ils ont toutes la même grosseur à peu près. Hein. Ben, c'est ça. Mais T'as ça reste qu'il est pas gros comme un Terminator, là. OK? le Il est pas. Yeld, le Horus, le Jacara, puis le Malcadon. Ouais, exact. Mais là, tu as une boîte avec ceux que tu viens de nommer, puis tu as une boîte avec les Horus. Puis c'est comme si le Horus était un grade en haut, c'est ça? Je pense pas que ça soit nécessairement un grade en haut, mais clairement qu'il stand out. Ok. Comme pas mal. J'avais un peu l'impression que j'assemblais mes modèles, qu'il y en avait comme 3 dans la boîte qui se ressemblaient pas mal. Sur les 4, mettons. Ouais. Il y en a un avec des ailes qui a l'air clairement plus cool que les autres. Puis après ça, tu as les Horus. Ok. Mais ça, c'est mon peu de connaissances. Je suis vraiment un néophyte dans Necromunda, fait que je connais vraiment pas grand-chose. Je suis encore en train d'apprendre. Mais j'ai tellement de fun, je tripe tellement, que j'ai pas pu m'empêcher. J'ai aussi acheté le livre de campagne qui était sorti, c'est Direct Burning, qui aussi vient avec le chapitre 2. J'attends mon chapitre 3 qui devrait arriver la semaine prochaine. Puis ben, tant qu'à jouer à Necromunda, j'aurais trouvé dommage de ne pas parfaire mes connaissances pour le lore et pour les règles du jeu. Fait que j'ai aussi acheté la version révisée du Core Rulebook. Quelle année? Qui est récent, là. Vraiment comme 2022. Si j'ai pas ce livre-là, c'est quoi le dernier livre qu'il faut que j'aille pour être à date? Si t'as pas celui-là et tu veux être à date, je pense que si tu prends la gang de Hive War, le box set, le starter box, Hive War, qui est sorti dernièrement avec les Delac contre les Escher, qui vient avec des petits murs de zone mortalis puis qui vient avec des objectifs dedans. Okay. C'est une boîte assez récente quand même. Elle vient avec un résumé des règles dedans. Ça, c'est après Ash Waste. Ça? Ah oui, oui. Okay. Dans le fond, ton livre de Ash Waste va quand même avoir des bonnes règles dedans, mais ce n'est pas le rulebook complet. OK. Hive War te donne un livre de règles qui est plus complet. Ça, c'est le livre de règles qui est vraiment complet, là, tu peux voir. Là, comme... Oh, OK, j'ai jamais vu de livre gros de même. Là. Non. Ça, c'est-tu les deux livres qui ont fusionné ensemble? Ah, c'est ça. Il est énorme. Là. On parle de 340 pages. Mais tu as tout le lore. Tu as des règles d'Ash Waste. Il est sorti après Ash Waste. Là. Je vais faire mon amer et aigri. Parce que moi, j'ai acheté quand ils ont sorti tout en français. Ils l'ont pas fait en français, je te gage? Je sais pas. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Amani, il avait arrêté. Amani, ils ont arrêté de faire Necromunda en français. Ouais. Ben là, tu vois, que la deuxième chose que je trouvais intéressante de Hive Secondus, que je disais tantôt, il y avait comme la campagne qui était comme self-contained puis tout, puis ça c'était intéressant. Ouais. C'est que le Hive Secondus, c'est aussi un rulebook qui est à jour. Okay. Fait qu'ils n'ont pas fait comme avec Ash Waste. OK. Ash Waste, c'était pas toutes les règles mises à jour, c'était les règles de Ash Waste. Hive Secondus, c'est qu'ils ont mis les règles de Hive Secondus, mais ils ont mis aussi les règles à jour. Si tu veux apprendre à jouer à Necromunda, tu as un livre de règles dedans qui est à jour. Ah, c'est bon. Fait que ça, c'est quand même cool. Bon. Puis, honnêtement, pour ce livre-là, ouais. n'importe qui veut jouer à Necromunda, personnellement, genre 70$. Puis, mais là, tu vois, je suis sur le site pour aller voir. J'ai pas de filtre qui me permet de regarder juste les livres. Oh non! Est-ce que tu marques Necromunda Core Rulebook, ça devrait te donner directement. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, j'ai digital. Oui. Ben, en digital, ça pourrait valoir la peine. Moi, je suis un fan de livres. Là. Fait que des fois, je m'en veux. Là. Comme, tu sais, l'épisode que vous avez fait, toi et Phil, qui parle de changement d'édition. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pas utile? À quoi ça sert? Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment une nouvelle édition? Ou c'est juste comme un changement d'édition, c'est un changement de règles? J'ai tellement de livres qui me servent pas mal plus à rien. C'est ridicule la quantité de livres que j'ai en ce moment qui ne servent à rien. Puis, je mets n'importe qui au défi de venir s'asseoir et venir me dire que c'est pas un peu triste de voir la pile de livres qui va me servir à rien. Comme, je vous mets au défi. Est-ce que le lore dedans peut encore être utile? Oui! Mais comme ils sortent des Battletomes puis des codex avec le même Christy de lore durant 4 éditions d'affilée, je suis pas certain à quel point est-ce que ça valait vraiment la peine de me refaire un Battletome, dude. Mais bon. Ben, mon codex Chaos Space Marine 3.5, c'est un codex mythique.
Lui, je l'ai dans la bibliothèque, je suis content. Mais il y a une coupe de codex entre-temps que j'ai fini par pas racheter parce que Ah non. j'ai pas eu besoin des règles, j'ai pas joué à ce moment-là. Ah non. Puis l'histoire, ben, je l'avais ailleurs, puis le petit ajout me donnait rien de plus. Là. Non, mais on est à une ère où, alors on part clairement sur une autre tangente que C'est le tour de clair. table. Mais on est à une ère où si ton nouveau codex, ce qu'il y a dedans, c'est une timeline avec 2 petits paragraphes de plus, puis une petite mention spéciale sur le fait qu'il y a des custodites féminins. Puis ça, c'est la raison pour laquelle est-ce que tu m'as refait un autre Battletome? C'est non. C'est lazy as fuck. C'est non. Comme tu. Non. Tu m'as refait des règles, c'est chill, tu me les donnes. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a pas. Si ton livre que tu me vends, c'est un reprint de ce qu'il y avait avant, Hmm. puis je sais que c'est pas la même gang qui a travaillé sur le lore, sur le digital, sur le layout, puis la gang qui a travaillé sur les règles, je vais pas commencer à payer ceux qui ont pas mis de nouveau lore, ceux qui ont mis un layout pas mal similaire à celui qu'il y avait, même que le artwork est pas mal le même. Dans le fond, il y a juste eux qui ont changé quelque chose. Ben, vends-moi des datacards. Pour vrai. Fais-moi payer 10$ puis je vais avoir des datacards en carton. Là. Comme, ça va être tout. J'ai pas besoin de m'acheter un autre codex. Sinon, fais-moi une édition limitée vraiment spéciale, puis dis-moi que c'est fait pour le collectionneur ou la personne qui embarque. Mais il devrait y avoir des options pour les gens que ça fait 2 fois en 3 ans qu'ils s'achètent un codex. Ouais. Là, je pense à nos joueurs Luminette qui ont vécu genre 3 updates dans une édition. Là. Oui. C'était ridicule. C'était mon éditorial. J'ai acheté plein de livres de Necromunda. J'ai assemblé des Spiriens. Je tripe ma vie. Et, je vais aller le chercher, j'ai commencé à peindre les décors. Fait que j'ai commencé à faire les plateformes. Ouais. Ça sort vraiment bien. Puis là, ben, j'ai annoncé l'événement aujourd'hui. Oui. Tac! L'événement est annoncé, fait que je peux. Bon, pour ceux et celles qui regardent l'épisode sur YouTube, vous allez avoir une description pas mal visuelle de ce que je vais vous montrer. Pour les autres qui nous écoutent à l'audio, ben, au moment où l'épisode va sortir, on va probablement avoir déjà sorti les vidéos et les photos de la table où est-ce qu'elle est rendue. Fait que je vais me permettre de vous montrer la dernière tuile que j'ai peinte. Superbe. Fait que ça, c'est une des tuiles sur les genre 32 que je suis en train de faire. C'est les tuiles de Necromunda en plastique. Là. C'est les tuiles de Necromunda, Zone Mortalis en plastique que moi et Phil, on a travaillé ensemble la semaine passée. Puis que, ben écoute, David, c'était encore disponible peut-être samedi, peut-être l'après-midi. On fait le weathering. Oh. Fait que là, je vais apprendre à travailler les huiles. Je vais apprendre à travailler le pigment, le weathering powder. J'ai jamais travaillé avec ça de ma vie. Fait que je me sens vraiment de ce projet-là comme étant un projet qui me sort de ma zone de confort comme à 1000%. Puis je trouve que c'est un bon moment moyen pour pouvoir apprendre des nouvelles techniques. Puis après ça, je vais pouvoir ramener sur des figurines ou sur des armées ou sur d'autres affaires. Oui. Puis comme je le fais à répétition, parce que là, c'est sur une table au complet, là, on va l'avoir dévoilé, puis ça ne me dérange pas de le dire en ce moment. Au moment où on enregistre, j'ai pas encore tout mis le contenu en ligne, fait que c'est un peu particulier. Là, je me spoil, mais je sais que ça va être sorti. C'est une 9x7 qu'on est en train de travailler. La 9x7 sera peut-être pas toute utilisée pour l'événement, là, mais on va essayer, on verra. Là. Mais ça veut dire que je vais répéter la même technique d'huile. Les mêmes techniques que je vais utiliser pour pouvoir faire le weathering powder, pour pouvoir faire la texture, la rouille, whatever. Je vais tellement le répéter souvent que ça va devenir quelque chose que je vais avoir compris à la fin de cette table-là. Alors que si je le faisais sur des modèles, j'aurais peut-être l'impression de passer à côté de quelque chose, je me jugerais. Tu sais, trust the process. Peut-être que j'y ferais. Peut-être que je ferais moins confiance si je faisais une figurine, mettons. Ouais. Parce que là, j'aurais le temps de me juger. Mais là, sur une 9x7, il n'y en a pas de temps pour le jugement. Là. C'est genre go, 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 on passe à quelque chose d'autre. Puis ça travaille le laisser aller, mais ça fait que j'apprends plein de nouvelles techniques. Puis comme ça va être répété, ça va être intégré. Fait que j'ai très hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. J'ai très hâte de voir comment ça va sortir à la fin. Mais pour vrai, je suis un peu flabbergasté de l'efficacité qu'on a eue en une journée. Ouais. D'être rendu à avoir une table qui est présentable. Puis on aurait pu la laisser comme qu'elle était, là, genre sans les bordures en silver. Là.
On aurait pu la laisser comme ça. Mais j'avais vraiment l'impression que ça prenait que les bordures soient en silver pour pouvoir comme contextualiser la couleur qui y était. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Pour moi, c'est un peu comme peindre un Space Marine puis pas peindre le contour des épaulettes. Tu sais, mettons, les Ultramarines, la 10e compagnie, le tour des épaulettes, il est bleu comme le reste de leur armure. J'ai toujours l'impression, quand je les regarde, qu'il manque quelque chose sur cette épaulette-là. Ouais. J'ai l'impression que le noir qui est dans l'épaulette, il manque quelque chose autour. Elle est pas laite, mais. C'est ça. Elle est pas laide, mais pas l'idéal. Elle n'est pas ce qu'elle a déjà été. C'est là que quand tu vois l'épaulette du fameux Space Marine de 2e compagnie qui est dorée, que là tu fais ouh, OK, ça fesse un peu. Là. Ou le Stormcast et Hollow Knight, mettons, qui ont le contour de l'épaulette en gold, ben il y en a des parties de la Stormhost que c'est silver. Silver, je l'ai fait. J'en ai qui sont faites comme ça. Toujours un peu l'impression qu'il manque quelque chose. Ça encadre pas la couleur. Fait que c'est moi qui ai insisté pour pouvoir faire les bordures en silver, alors que Phil était genre, t'es sûr? OK. OK. Fait qu'on verra. On verra. Mais ouais. Fait que je pourrais vous parler de l'événement du 3 novembre, peut-être dans un prochain épisode, parce que là, je pense que le tour de table, on s'est comme étalé un petit peu. Mais. C'est sinon qu'un épisode, là. Ouais, c'est ça, exactement. Je vous parlerai au prochain épisode, un prochain épisode là, de l'événement, mais sinon, vous pouvez déjà trouver l'événement sur la page Facebook. J'ai déjà mis tous les détails dedans. Et si vous avez des questions, ben, posez-les. Ça va nous faire plaisir de pouvoir vous répondre. Bon! On est rendu au sujet principal? Wouhou! OK. Allons-y. Fait que là, David, c'était un peu ma suggestion parce que j'avais envie qu'on discute ensemble, toi puis moi. C'est dommage que Phil ne puisse pas être avec nous pour pouvoir en jaser, mais je trouve que c'est un sujet qui revient dans nos conversations quand on jase entre amis. Mais c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement abordé. Je pense qu'on y a comme touché ici et là dans certains épisodes, mais on n'a pas vraiment été comme directement sur le sujet. Ouais. J'aimerais ça qu'on jase aujourd'hui de pourquoi jouer à d'autres jeux que les 2 jeux principaux de Games Workshop, Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Pourquoi jouer à d'autres jeux que ça? Je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont seulement joué à Warhammer 40 000 ou ils ont seulement joué à Age of Sigmar. Ce n'est tout ce qu'ils connaissent, c'est juste ça qu'ils consomment, c'est juste ça qu'ils aiment. Et c'est tout à fait correct. Hein? Juste pour être sûr, le disclaimer tout de suite à l'avance, là, le but, c'est pas de dire ça, c'est pas bon, tu devrais jouer à ça. Clairement je vais pas utiliser la technique War Machine ici. Oh! Ouais, je suis désolé. Le but, ce n'est pas de comparer pour dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Le but, ce n'est pas non plus de dire tu ne devrais pas jouer à ce jeu-là. Joue au jeu que tu aimes. Mais j'avais envie qu'on discute. Tout puis moi, on consomme des produits qui sont complètement différents. Il y a des affaires qu'on a qui sont exactement les mêmes. Puis il y en a d'autres qui sont complètement différents. Puis je me dis, présentons aux gens pourquoi est-ce que de jouer à d'autres jeux qu'Age of Sigmar puis jouer à Warhammer 40 000, ça peut être bon pour leur hobby. Fait que c'est ça ma prémisse. Excellente prémisse, ça. Est-ce que ça t'inspire déjà des idées? Est-ce que déjà des affaires qui viennent oui, en tête? Tout à fait. Je t'écoute. Tu veux que j'y aille? Si tu veux, ça, je peux y aller, mais... Deux choses. Ça dépend si t'as pas... Si l'idée te vient d'essayer ou si l'idée te vient pas. Oh! C'est un thé glacé, OK? C'est un thé glacé. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont comme Kevin, tu craqué une bière? Qu'est-ce qui vient de se passer? Non, c'est juste un thé glacé. Je pense qu'on l'a même pas entendu à l'audio. Oh, pour vrai? Ah, shit! J'essaie de faire ça cool. T'as pris un risque. J'ai pris un risque? Risque? Oh, c'est ça. Bravo. OK, oui, donc. Ben, il y a deux choses. Fait t'as la personne qui se pose la question parce qu'elle a envie d'aller voir ailleurs. Puis t'as la personne qui se pose la question parce qu'elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Fait que, moi, je commencerai par la personne qui est bien où est-ce qu'elle est et elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. C'est très correct, comme tu l'as dit. T'es pas obligé. L'intérêt, je pense. Ouais.
Puis je soupçonne que si tu es cette personne-là, tu vas t'en rendre compte si tu vis plusieurs changements d'édition. Parce que comme on l'a dit dans l'épisode avec Comme Phil, nous autres. mais c'est ça. Mais comme on l'a dit dans l'épisode avec Phil, les changements d'édition, des fois, tu joues à un autre jeu. Mhm. C'est là, en jouant à l'autre jeu, que tu te rends compte des différences. Que tu vis Dans le d'autres sens, mécaniques. dans le sens de, mettons, quand tu passes de la 7e édition, 6e édition de 40K, puis là, tu joues à la 8e, Oui, c'est deux jeux complètement différents. c'est ça. Ok, je Tu comprends. vis une autre expérience, tu vis d'autres Ouais. mécaniques. Puis les mécaniques Ok. sont là pour te faire vivre pour Une vraie simuler expérience. une bataille, mais comme il n'y a pas. Il y a souvent le débat sur les mécaniques est super intéressant, mais t'as pas rien qui va être aussi clair qu'une vraie bataille où tu tues quelqu'un, mais le but c'est de s'amuser, puis qu'on n'est pas là pour tuer des gens avec des vraies balles. Fait qu'il faut trouver des mécaniques Mais qui sont capables de simuler ici, ça. ici, il faut comprendre que David, en ce moment, pour ceux qui n'ont pas le bienfait de pouvoir voir, David a simulé un gun puis il m'a pointé. Juste que vous sachiez, il a parlé de sang, il a parlé de violence, puis il m'a pointé. Bon, il y a des gens qui pourraient dire Kevin, t'es de mauvaise foi, c'est parce qu'il te parle. Ouais. Mais, je soupçonne qu'ici, il y avait un petit désir de dire Kevin, si toi et moi, on pourrait se pogner mano à mano, là. Pour toutes ces années de dépenses d'argent sur des projets, là, j'en ai du grudge avec toi. Je comprends, David, je comprends. Ben, c'est bien. Oui, fait que simulation, mais qui peut pas aller aussi proche de la réalité parce quand qu'il y a des limites. tu as juste joué à un jeu, c'est facile de penser que ben, un wargame c'est ça se joue de même, un tour c'est ça. Le meilleur exemple, je trouve, c'est la structure des tours I go, you go. Ouais. Pendant longtemps, j'avais joué à d'autres jeux, mais quand j'ai recommencé à jouer, je faisais pas mal juste du Warhammer Fantasy, Warhammer 40 000. Puis là, je parlais à des gens qui avaient joué à d'autres jeux, puis qui étaient critiques. Fait que j'étais pas dans un état pour recevoir ce genre de critiques-là, fait que je comprenais pas pourquoi ils me disaient « Ah oh, non, je suis plus capable de jouer comme ça, moi je joue à ces nouveaux jeux-là. » Mais en essayant d'autres jeux, tu vas essayer d'autres mécaniques, puis ça se peut que tu découvres d'autres choses que tu aimes. Fait que quelque chose que tu savais pas qu'il existait, C'est que ça. tu savais pas que t'aimais, que Et tu savais voilà. pas que tu avais besoin, qui te ferait du bien. Là, tu l'essayes, puis tu fais j'aimais quand même ça, mais je savais pas à quel point j'aimerais ça. Voilà. Fait que c'est pas que ça, c'est pas bon. C'est ça. C'est que j'ai découvert autre chose qui me fait vraiment plaisir. Exact. Une autre façon, une autre approche, puis là, tu vis quelque chose de différent. Et inversement, ça se peut que tu essaies de quoi, puis tu dis, OK, je comprends pourquoi j'aime 40 000, pourquoi j'aime Oui, ça peut concrétiser quelque chose que tu aimais, ça le confirme. Voici ce que j'aime là-dedans, parce que tu as essayé autre chose qui t'a fait vivre quelque chose de différent. Je comprends. OK. Puis là, tu disais, il y avait l'autre option aussi qui était. T'as envie d'explorer. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'univers de Warhammer 40 000, l'univers des Age Sigmar sont relativement bien définis. Ça se peut que tu écoutes un film de pirate, puis tu dis, hey, moi, le film de pirate, il me fait triper, puis mon autre passion dans la vie, c'est les figurines. Il y a des trucs qui ressemblent dans Age of Sigmar, mais c'est pas un univers de pirates. Ouais, c'est ça, exactement. Même si je ferais des Scourge Privateer, là, des Dark Elf Corsair, là, ça reste qu'il n'y a pas de bataille de bateau là-dedans. Il n'y a ça. pas une autre armée de pirates. Fait que je suis tout seul comme pirate, à moins que je me batte contre moi-même. Fait que je suis d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Puis ça se peut que ton immersion, ce soit les images de Pirates des Caraïbes. Fait que même Age of Sigmar, tu peux twister, tu peux faire des modifications, puis ça peut être super. Mais ça se peut que ça te permette pas d'avoir l'immersion que tu vas avoir. Fait que là, tu veux essayer un nouveau jeu pour aller chercher un nouveau monde, un nouvel univers à explorer. C'est-tu là que tu verrais tout ce qui est l'essai de jeux historiques? Entre autres? De genre, je joue à un jeu plus fantastique, mes amis jouent à un jeu plus fantastique, je suis rentré dans les jeux plus mainstream, mettons, on va appeler ça comme ça. Ouais. Je vois du 40 000 partout, il y a des jeux vidéo, il y a des applications, il y a des vidéos sur YouTube, il y a du Battle Report, il y a du lore vidéo, il y a tellement plein de contenu pour ces deux univers-là, Age of Sigmar, Warhammer Fantasy ensemble, qui est 40K, que là, je savais pas qu'il y avait autre chose. Puis là, j'écoute le film Saving Private Ryan. Je pensais au même film! Ou je joue à Call of Duty, Battlefield. Je joue à des jeux de guns qui ont, à certains moments, plus un loose reference là, avec la réalité de l'historique. Mais j'aimerais resimuler ce qui me fait triper. Et ça, je le
peux pas dans Warhammer 40 000. Non. Malgré que toi et moi, on a quand même parlé qu'il y a bien des affaires qui se peuvent en allant fouiller dans des livres de Bolt Oui. Action, puis les mettre dedans. Bon, le port est facile vu les anciens employés. Là, on voit qu'il y a comme un merge. Mais ça reste que ça prend un effort supplémentaire de faire passer ta simulation de ton imagination que t'aimes vu que tu as vu Saving Private Ryan à un Space Marine que de juste jouer à un jeu de Bolt Action de Saving Private Ryan. Comme juste, fais ça. Je comprends. Et puis, pour moi, en tout cas, c'est deux fun différents. De prendre un scénario de Deuxième Guerre mondiale puis de l'adapter à 40 000 pour donner du oomph à ma game de 40 000, ça, c'est un fun. Ouais. Puis de triper sur Rogue Heroes, Band of Brothers, puis vouloir jouer sur la table, c'est un autre trip. Puis cet autre trip-là, c'est pas avec 40 000 que je vais le faire. Je vais le faire avec Bolt Action ou avec Chain of Command. OK. Tu vois, moi, je suis moins consommateur des jeux de d'autres compagnies, mais j'ai tendance à aborder les choses un peu de la même façon que ce que tu viens de décrire, mais pour les jeux à l'intérieur de ce que Games Workshop fait. Fait que, mettons, mon historique à moi, c'est Lord of the Rings. Quand je vois un film de Lord of the Rings, quand je vois une vidéo de Lord of the Rings, quand on arrive dans le temps de Noël, Ouais. pour moi, tout ça, c'est une inspiration pour Lord of the Rings. Fait que j'ai envie de resimuler, j'ai envie de représenter, j'ai envie de refaire ce que j'ai vu, ce que j'ai consommé. Je ne peux pas, avec le même niveau de satisfaction, faire avec des Space Marines la débarque de Aragorn, Gimli et Legolas du bateau avec les fantômes. Et là, tu prends l'exemple de 40 morts. Tu peux pas le faire avec Age of Sigmar? Non, parce que c'est pas Aragorn. Voilà. C'est pas cette représentation. C'est pour ça que j'utilise l'exemple historique ici. Avec qu'est-ce que tu préfères avec un débarquement de Normandie, par exemple? C'est le feeling de voir ton film, de lire ton livre, de connaître ton histoire, de faire ah oui, Napoléon a fait ça. Ça, c'était nice. Je refais la bataille que Napoléon a faite qui était cool. Mettons pour celle qui a faite qui était bien. Tu sais, ceux qui étaient comme pas cool, comme il fallait pas. Là. Mais les batailles qui étaient cool. Puis de l'autre côté, je prendrais Aragorn. Pour moi, c'est la même affaire. Oui. Mais je ne peux pas prendre mon Stormcast, faire ça, c'est Aragorn. Puis je lui fais faire la même affaire en débarquant d'un bateau avec un Fire Slayer, puis un Ranger Elf, puis une gang de Night Hunt en arrière qui viennent le suivre. Ça va être cool pareil. Le look va être cool pareil. Mon cerveau va comprendre ce que j'essaie de refaire ici. Mais ce n'est pas pareil que de faire le scénario. Legolas qui tue des olifants avec son arc dans un scénario, c'est très cool. J'aurais pas le même feeling parce que je suis pas attaché à la même image. Ça veut pas dire qu'un elfe cool qui tue des Bloodthirsters, ça peut pas être cool. Ça peut être très cool, mais j'ai pas l'impression que ça atteint la même fibre. Parce que je l'ai pas déjà vu. Je l'ai pas déjà vécu, je l'ai pas déjà lu, je l'ai pas déjà... Fait que moi, c'est là que je vais chercher habituellement mon feeling plus historique de recréation, quelque chose. C'est à travers Lord of the Rings. Fait que quand j'ai mon petit feeling de j'aimerais ça pouvoir compter le nombre de boutons sur un modèle, puis s'ils ont les bonnes couleurs, c'est mon Lord of the Rings. Je vais t'avouer, j'ai un peu tendance quand j'ai envie d'explorer autre chose, c'est d'aller vers les specialist games de Games Workshop. C'est là que je vais aller chercher autre chose. C'est comme ça que j'ai découvert Warcry en réalité. Ben oui. Quand Warcry est sorti, je travaillais au magasin, puis j'en avais vraiment rien à foutre. J'étais vraiment genre, OK, whatever. Ben là, je vendais le produit. Comme t'étais excité avant même d'avoir la boîte entre les mains. À l'époque où la boîte est sortie, non. Il semble, ouais, non? Non. Ben, j'étais excité parce que j'allais le vendre. Ma job, c'était de vous le vendre. Fait que oui, j'étais excité. Oui, par la force des choses. Mais quand la boîte est arrivée en magasin, j'étais pas genre, oh my god, que c'est le meilleur jeu du monde. OK. Il y avait de la hype autour. Fait que j'étais hype moi aussi. J'avais out. J'ai essayé le jeu. Puis j'ai fait, OK. Et je me rappelle, parce que j'ai joué avec Diego à l'époque, un ancien employé du Games Workshop aussi à Montréal. Puis lui avait lu les règles. Moi, je les avais pas encore lues. On a fait une petite démo ensemble. Puis là, le but, cette journée-là, c'était la journée de la release. C'était à la fin de semaine de la release.
fallait qu'on fasse des démos avec tout le monde qui venait dans le magasin. Fait que lui puis moi, on s'était vus à l'avance au magasin. J'étais quand même un peu excité. Fait qu'on s'était donné rendez-vous genre 1 heure avant l'ouverture. Puis là, on pratiquait. On jouait ensemble. Puis là, c'était c'est quoi la mécanique, c'est quoi ça veut dire, qu'est-ce que c'est, ok, c'est cool. On avait peint toutes les deux warbands qui étaient dans la boîte. Fait qu'on était rendu à les jouer, tu sais. Mais j'étais pas tant excité que ça. J'étais comme, c'est cool, j'ai hâte parce que c'est nouveau. Mais maintenant que je le vois, je suis comme, OK. Puis j'étais pas tant un joueur de skirmish non plus. Dans le sens que mon expérience de jeu de skirmish, c'était Kill Team, à la limite. J'ai pas joué tant que ça à Kill Team. Fait que, mis à part de ça, le jeu de skirmish, c'était Lord of the Rings. Puis Lord of the Rings, c'était des armées que moi je jouais. Là. Mon armée du Mordor, c'était une Christie de grosse armée du Mordor. Fait que je jouais jamais une petite game. Puis à l'époque, j'avais pas de Battle Company. Fait que j'étais pas dans le jeu du skirmish pantoute. Fait que là, de réduire ça à une plus petite échelle, c'est un autre système de règles. C'est une autre approche complètement du wargame. Ça feel pas comme Age of Sigmar. Pantoute. T'aurais pu le mettre dans n'importe quel autre univers que Warhammer et Age of Sigmar, puis tu l'aurais pas su. Il me semble que c'est dans les premiers jeux où ils ont arrêté d'utiliser la même ligne de caractéristiques. Oui. Il y avait tout le temps, mouvement, CC, CT. Ben, juste le principe qu'il n'y ait pas de to hit, entre guillemets. Ben non, arrêtez. Il y a un. Tu roules un nombre de dés. Ouais, ton to hit, ton to wound sont ensemble. C'est ça. Ben, juste ça, c'était assez pour mind blown les gens. Puis là, il y avait des gens qui faisaient des statistiques, qui venaient au magasin, puis qui venaient me dire à quel point est-ce que, vu qu'il n'y a pas de to hit, qu'ils avaient mergé ensemble, ben, il avait comme un peu détruit la balance du jeu, parce que là, il avait enlevé de la simulation. Le fait que tu ne sépares pas touché et blessé, c'était un sacrilège envers le wargame, parce qu'on avait enlevé la simulation de la vraie bataille avec quelqu'un. Dans le fond, si je te touche pas, je peux pas te blesser. Ouais. Puis, pour moi, ça, t'es habitué à quelque chose. C'est une abstraction, là. Ben oui. Dans la vraie vie, il n'y a pas 2 moments où je réussis à te toucher à mon épée, après ça, je réussis à te blesser avec mon épée. Ça n'existe pas. Fait que d'avoir séparé ça en 2 jeux, c'est une abstraction, puis t'es tellement habitué à cette abstraction-là, c'est difficile de concevoir que ça fait autrement. Mais il y a d'autres jeux où quand tu fais une attaque, il n'y a qu'un seul jet. Là. En tout cas, il me semble... tu as général d'armée, mais là, on est à une autre échelle. Tu fais un seul jet. Ben oui. Hey, moi, là, honnêtement, c'est une des choses que j'aime le plus de Warcry, c'est une des choses qui l'accélère le plus, tout en n'enlevant rien. Ça me manque pas. Ouais. Rouler 2 jets pour que tu en roules 1 ou 2 après, ça me donne rien de plus. J'ai pas plus l'impression de faire quelque chose. J'ai l'impression d'attendre que quelque chose arrive, mais j'ai pas l'impression de faire quelque chose de plus. Puis quand tu roules 120 dés, j'ai pas l'impression que la game est plus le fun la 8e fois que tu roules 120 dés. La première fois que tu sors ton bucket, je trippe. La 8e fois que tu le sors, je te demande si tu veux déménager chez nous. Mais ça, le bucket de dés, ça reste le problème des 2 grands jeux de Game Workshop. Oui. Qui n'arrivent pas à décider si ce sont des jeux de bataille de masse ou des jeux d'escarmouche. Mais maintenant, fais en sorte que le bucket de dés, je le lance une fois au lieu de 2. Ah oui, c'est sûr. Combien de temps on sauve et à quel point ça nous enlève vraiment quelque chose? Moi, c'est ce que j'aime de cette mais que je n'appréciais pas au moment où je l'ai essayé. Ouais. Au moment où je l'ai essayé, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Parce que ce que je connaissais, c'était les 2 stats. Mais quand ces gars-là étaient venus me mentionner ça, je me rappelle très bien que je leur avais dit ben, je suis pas mal sûr que si tu me donnes une claque sur la gueule là, j'ai pas l'impression que tu m'as touché et blessé séparément. J'ai pas mal l'impression que si tu m'as touché, je suis blessé. C'est mon feeling. Fait que, comme c'était ma réflexion à ce moment-là, j'ai mis Warcry complètement de côté jusqu'à temps qu'on arrive sensiblement à la pandémie. Là, j'ai commencé à ressortir parce que j'avais du temps, j'avais le goût de faire d'autres affaires. Puis là, tout d'un coup, on faisait des games d'Apocalypse parce qu'on travaillait sur des affaires d'Apocalypse. Donc, Apocalypse, c'est un autre système de jeu différent de Warhammer 40 000 qui se jouait différemment à une autre échelle
qu'en travaillant sur ça, ça m'a donné envie de jouer le plus petit skirmish. Parce que là, je vivais à un extrême, puis j'avais Ouais. envie de. Tu sais, quand on le jouait, on checkait les règles de terrain, je me rappelle très bien. Là. On jouait chez Phil, on est en train de jouer, il y a des obstacles sur la table, puis là, on fait OK, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est à couvert, si on passe par-dessus les terrains, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, tu checkais les règles, tu étais comme c'est une bataille d'apocalypse, man. Il va y avoir genre 20 000 points sur la table. La ruine, là, on s'en sac. Elle est belle. C'est Ouais. ça qu'elle est. Elle est cute, sa table. C'est juste à ça qu'elle sert. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 000 points sur la table. On va pas commencer à rajouter des layers de plus. C'est pas nécessaire. Donc, cette layer-là, elle était utile dans Warhammer 40 000. Ouais. Elle l'est encore plus dans le jeu de skirmish, mais elle n'a pas sa place ici, là, dans le jeu à grosse échelle de masse à ce point-là. Là. Comme on rajoute des layers pour rien rendu là. Puis ça, ça peut être le sujet d'un autre épisode, mais ça a été un cas où j'avais mon intuition pour mon idée de scénario. J'ai pas écouté mon intuition, on est allé avec la règle du bâtiment, puis ça a chié Ouais. le scénario. Ouais. Mais, justement, pour revenir sur le sujet, en jouant d'autres jeux, en expérimentant avec autre chose, est-ce que ça te donne pas des inspirations de quoi amener ailleurs? Oui. On l'a touché un petit peu tantôt avec Bolt Action, mais même jouer à Saga, quand j'ai joué à Saga avec toi, moi, ça m'a pensé à Warcry. Automatiquement. Ah oui. Ben oui. Puis moi, je faisais le rapport entre les deux, Clairement. automatiquement. Quelqu'un qui n'a jamais joué à Warcry, qui joue à Saga, mais qui aurait aimé jouer à Warcry, va trouver tout ce qu'il a de besoin dans Saga. Ça se ressemble tellement. Il y a une parenté entre les deux jeux, c'est sûr. Mais oui. Mais moi, dans Saga, le Saga, c'est un bon exemple. Le concept de fatigue dans Saga, cette règle-là de fatigue, où tu utilises ça pour changer les jets de ton adversaire ou l'empêcher de jouer, c'était un truc que j'aurais aimé amener dans une campagne de Age of Sigmar. Pour qu'il y ait un ça se peut qu'on en ait parlé, mais pour moi, c'était dans la campagne, je veux qu'il y ait un enjeu à arrêter la game. Et pas genre, j'envoie mon armée se faire massacrer, puis prochaine game, ils sont toutes là. Ils vont arriver fatigués, fait que ça va, sans scraper ton armée, ça va mettre un enjeu qui va te rajouter une petite difficulté, si tu gères pas. Mais ça, tu vois, c'est quelque chose que l'on vit pas beaucoup, je pense, dans Age of Sigmar et 40K. Mais que tu vas vivre dans d'autres jeux. La fatigue, entre guillemets, ou les jets de statistiques particulières. Genre, dans Necromunda, tu as des jets d'intelligence. Oui. Pour pouvoir réussir à utiliser une certaine technologie ou débarrer des portes ou faire ce genre d'affaires-là. Dans Lord of the Rings, il y a eu une annonce pour une nouvelle édition. Ils ont changé la stat de courage pour une stat d'intelligence. Ben, pas au complet, là, ils ont rajouté une stat d'intelligence. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'ils trouvaient que la stat de courage n'avait pas de sens pour certains événements. Ben oui. Par exemple, si tu voulais spotter un ring bearer qui est invisible, c'était un jet de courage. Mais le Uruk-hai Berserk, qui est fearless, était plus capable de détecter le ring bearer qui est invisible qu'un elfe. Ben oui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la stat ne représentait pas ce que tu voulais faire. Exact. Mais par tradition, courage était la statistique utilisée pour beaucoup des jets un peu fourre-tout. Des jets qui ont du sens, ce qui est tout à fait correct, et des jets qui n'avaient pas de sens. Puis dans l'article que Warhammer Community a sorti, une des choses qui a été mentionnée dedans, c'est cette règle-là, cette stat-là, malheureusement, ne correspondait pas avec la règle. Ça créait un bug à chaque fois qu'on l'utilisait parce qu'on savait qu'il y avait une faille intense dedans. Donc, on a créé la stat d'intelligence pour que certains modèles, comme le Uruk-hai Berserk, par exemple, garde son courage élevé parce qu'il est fearless, mais il est clairement trop stupide pour pouvoir se rendre compte qu'il y a un Frodon invisible. Fait que ça va se jouer là-dedans. En jouant à ces jeux-là, ça fait en sorte que tu peux apprécier certaines choses de Warhammer qui vont plus vite. Puis certaines choses que tu dis, comme toi, par exemple, pour la fatigue, de dire j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'enjeu. Je joue l'objectif, mais il n'y a pas d'enjeu. Necromunda, Warcry, tous les jeux avec des campagnes plus inhérentes. Moi, c'est mon feeling. Là. Quand tu joues à Warcry, tu pourrais jouer juste des pick-up games match play.
personnellement, tu passes à côté du 2 tiers du jeu. J'ai le même sentiment avec Necromunda quand que je lis mes livres. J'ai l'impression que la saveur de ces 2 jeux-là se trouve dans on fait plus que juste jouer une game ensemble, il y a des conséquences à cette game-là. Oui. Et c'est ces conséquences-là qui mènent à la prochaine game, qui fait que de façon inhérente dans le système, le jeu prend toute sa saveur. Tu les enlèves et tu fais juste des pick-up games, moi je suis un peu comme tu fais du 40k skirmish avec des humains. C'est correct. Mais j'ai pas mon feel Necromunda. J'ai regardé des games match-play en Battle Report. Pour vrai, bon, je suis aussi une très mauvaise personne à regarder des Battle Report match-play. Si tu veux m'endormir, c'est une excellente place. Mais, all in all, de fait que l'enjeu, ça peut être si tes modèles meurent, ils pourraient mourir. Si tes modèles sont taken out of action, ou ils ont fait trop de ci ou trop de ça, ils ont touché à telle pierre, ils ont été chercher tel objectif, ils ont été fait. Il y a des conséquences à la prochaine game. Il faut que tu prennes des décisions en sachant qu'il va y avoir des répercussions. La fatigue serait un très très bon exemple. Oui. Dans Frostgrave, quand j'ai joué avec Phil, avec Seb, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était mais tu pourrais mourir vraiment vite dans Frostgrave. Puis tu pourrais ne pas récupérer tes gars. Puis c'est très violent. Puis ben, pas récupérer tes gars après la première game, t'apprends vite, tu pognes le trésor, pars avec. T'as pris le trésor, pars avec. Il n'y a pas de raison pour laquelle est-ce que tu restes là. Puis ça, si t'as juste joué à Age of Sigmar, tu l'as pas ce réflexe-là. Exact. Ça te fait Tu vivre irais quelque prendre chose de complètement l'objectif, différent. tu resterais là, puis tu irais te battre. C'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est un enjeu qui est intéressant à découvrir parce que Seb, la première affaire qu'il a faite quand il a pogné le trésor, il a fait OK. Puis Phil, il a dit sors de la table. Reste pas. Si tu restes, moi, je te tue. Puis je vais aller chercher ton trésor. Puis je vais partir de la table. OK. Quand tu joues à Necromunda, c'est la même affaire. Tu peux finir ton scénario en te poussant de la table, pousse-toi de la table. Warcry, même affaire. Tu as un objectif, tu peux aller le prendre, tu peux sortir. Il y a comme tout cet aspect-là qui existe, qui est en dehors du point match, qui est en dehors de la bataille. C'est comme s'il y avait comme une raison de pas juste te battre. Mettons, je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Mais ça, tu le découvres en allant jouer d'autres choses. Oui. J'essaie de réfléchir. Moi, Underworld? Ah, vas-y. moi, j'ai un autre exemple dont Vas-y. j'ai déjà parlé dans 2 avis de nos éduques. Le Chain of Command, la phase patrouille. Ça, c'était-tu l'affaire qu'il faut que tu ailles piger dans un sac pour sortir des affaires? Non. La phase patrouille, c'est que tu as toute une phase avant ton déploiement. C'est comme si tu envoyais tes patrouilles voir le terrain. Puis ça interagit avec l'autre qui avance ses pions patrouille. Puis à un moment donné, Ok. tu bloques les pions de l'autre parce que là, c'est hop, j'ai vu l'ennemi là. Fait que ça Ok, représente ouais. le fait que ta patrouille est arrivée, a vu l'ennemi. Fait que ton déploiement, il va être derrière ça. Fait que chaque partie, vu qu'il y a un mini-jeu avant, va avoir un déploiement Ouais. complètement différent. Puis ça. Selon moi, c'est un système qui se prend puis que tu peux mettre ça dans 40 000. Tu peux mettre ça dans Age of Sigmar Ben oui. super facilement. Puis qui va complètement changer la rejouabilité de tes scénarios. Puis ton expérience sur la table. Parce que là, c'est plus je me déploie à l'intérieur de ce carré de 12 pouces-là ou dans ce coin-là de la table. Ouais. Là, ça interagit encore plus avec la table parce que là, avec ta patrouille, tu essaies d'aller chercher la meilleure approche possible vers ton objectif. Là. Puis tu vois, moi, même au-delà de l'aspect tactique, parce que mon cerveau ne marche pas de même, je me dis, ça fait en sorte que. Je sais pas si tu as regardé dans les derniers livres de règles de Warhammer 40 000, mais ils ont des déploiements un peu funky, là, avec genre des carrés, des losanges un peu arrangés de façon bizarre. Puis je me dis, c'est le genre de résultat que tu pourrais avoir après une phase de patrouille. Oui. Mais comme il y aurait la phase de patrouille avant, tu pourrais arriver à ce résultat-là et ça aurait du sens. Parce que tu l'as vu le faire. C'est pas arbitraire de le mettre dans la zone. Pourquoi elle est dans cette zone-là? Ben parce que c'est comme ça que le scénario commence. C'est comme si on avait mis un contexte à la zone de déploiement. Mm-hmm.
Là, après ça, moi, ce qui m'inquiète quand tu dis ça, c'est combien de temps ce mini-jeu-là prend. Parce que là, moi, je suis genre, OK, quand est-ce qu'on joue pour de vrai? C'est moi, là. C'est pour ça que je dis, moi, mon cerveau, il n'est pas tactique, tu sais. Comprends. Moi, si le mini-jeu, il est trop long, je suis juste comme genre, OK, c'est censé être un mini-jeu, dude. Oui. Arrête. Non, Passe c'est à autre assez chose. rapide. Bon, c'est ça. Si c'est pas trop long, ça donne pas l'impression de jouer à un jeu dans un jeu. Si c'est assez rapide, ça donne l'impression d'être un ajout au jeu qui donne un contexte, qui donne du plaisir. Ça peut être cool. Mais t'as raison, ça pourrait être ajouté dans n'importe quoi. Peu importe le jeu qu'on choisirait. Oui. Ce que je m'en allais dire tantôt, c'était Underworld. Tout autre jeu, il n'y a rien chez Games Workshop qui ressemblait à Underworld avant qu'Underworld sorte. Moi, ça m'avait shaké parce que quand je l'avais joué la première fois, j'avais adoré. OK. Quand le jeu était sorti en magasin, je me rappelle, j'avais essayé avec Seb, j'avais donné des démos toute la fin de semaine. J'adorais ça. Le principe d'avoir ma main avec des cartes, le principe d'avoir 2-3 modèles sur la table. J'avais des bonhommes héroïques qui paraissaient bien. Fait que mon côté hobby, peindre des figurines, assembler des figurines, qui était prestigieuse. Il y a un look héroïque cool. Puis, c'est avec le temps, quand Underworld est devenu comme une nouvelle édition à tous les 6 mois, que là, dans le fond, j'avais un peu l'impression de acheter des Warbands pour acheter des Warbands. Il y avait comme une espèce de sentiment de collection. Il fallait que tu achètes les Warbands pour pouvoir aller chercher des cartes. Ouais. Que là, la dynamique de ce qui était sorti, pour moi, était rendu comme too much. Mais j'aimais le concept de base. Le concept à la base, là, qui aurait été, prends le set, les cartes qui sont dedans, c'est ça que tu joues. Les 2 Warbands qui sont dedans, c'est ça que tu joues. Ouais. Si tu veux jouer à autre chose, tu peux acheter les autres paquets, mais j'aurais mis juste des cartes exclusives à ces Warbands-là. Tu sais, tu joues les orques, ben les orques, quand tu achètes leur boîte, les cartes qui sont dedans sont pour les orques. Il y a des cartes génériques, mais Ouais. ils sont faites pour eux. Ils ne sont pas faites pour les autres. J'aurais enlevé la collection de cartes, comme complètement de ça. Ouais. J'aurais enlevé ça. Je Parce pense que que leur pour but, vrai, c'était ça, là, mais. ouais, mais je pense qu'ils ont passé à côté solide parce que les gens ils achetaient les Warbands pour pouvoir les jouer dans Age of Sigmar puis dans 40K. Même pas pour jouer à Underworld. J'en trouve ça une game d'Underworld aujourd'hui, malheureusement. Puis j'adore Underworld. Je trouve que le jeu est vraiment cool. Mais courir après ces paquets de cartes-là. Mais une chose que ça m'a amené, c'est que j'ai découvert pourquoi est-ce que j'aimais pas Magic. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais ce que ça m'a montré, c'est que d'abord et avant tout, je suis un gars de modèle. Si les modèles sont cool, tu peux me vendre n'importe quoi. Même si le setting, même s'il n'y avait rien de narratif dans Underworld, là, comme il y avait, on racontait rien dans Underworld. Là, comme on joue des cartes, mais il y avait assez de narratif sur la carte pour que ça m'inspire. Je trouvais ça cool. Les modèles étaient assez beaux pour que j'aie envie de les peindre et de les jouer. Puis là, tout d'un coup, j'avais un sentiment de pourquoi est-ce que je pourrais jouer match play. Ça m'a fait découvrir que j'étais capable de jouer ce genre de mode de jeu-là. Puis que ça me dérangeait pas de faire des pick-up games. Tant son temps qu'il y avait des beaux modèles. Tant son temps qu'il y avait si tant de temps. Mais comme c'était petit, 30 minutes, c'était le fun. Une pick-up game de 2 heures, c'est non. Pick-up game de 30 minutes, c'est cool. Ah, Le okay. Rapid Fire, jouer plein de pick-up games de 30 minutes une après l'autre, là, je peux communiquer avec toi. Là, on vit quelque chose ensemble. Je passe beaucoup moins de temps à réfléchir et à faire des cossins que d'être avec toi. On rit parce que tu rates des saves. On rit parce que je rate des saves. Parce que je réussis des attaques pas possibles. Parce que je suis tombé sur la bonne carte dans mon paquet au bon moment. On vit des moments partagés qui sont nice. Et comme c'est fait sur un court laps de temps, je peux en vivre plein avec plein de gens. Ça, j'ai trouvé ça nice. Mais ça, j'aurais jamais pu vivre ça dans Age of Sigmar. J'aurais jamais pu vivre ça dans 40K. Parce que c'est pas un système de jeu qui est fait pour ça. Encore moins, malheureusement, dans ce qui est encouragé en ce moment dans le Warhammer Community en général, où est-ce que là, on parle plus de liste de tournois, où est-ce que là, on va parler de game de 2000 points. Game de 2000 points, ben, il faut se concentrer à les trouver comme ces moments-là plus épiques. Mais dans mon 30 minutes, j'avais l'impression d'avoir comme un feu d'artifice. Oh, wow, OK. Et si la game était pas le fun, ben, il n'y avait rien à faire. 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 Il n'y avait rien à faire.
Mettons, elle est pas le fun. Elle dure juste 30 minutes et moins. Puis ça me ramenait à quand que je jouais à des jeux vidéo. C'est une curveball, là. Mais quand tu joues une game de Call of Duty, puis la game est pas le fun, Ouais. le fait dégommer, c'est rare qu'elle dure 10 minutes. Quand tu as vraiment, vraiment, vraiment du fun, elle peut durer 10 minutes et moins. Dans les Oh. deux cas, le drawback, il est moins fort quand c'est pas le fun. Puis quand c'est plaisant au maximum pareil. Fait que ça, pour moi, c'est un sweet spot que je trouvais cool. Puis ça me ramène à Spearhead, que je pense que Spearhead a ce potentiel-là que Underworld avait, qui était court, simple. Juste la preuve, dans les dernières éditions d'Underworld, ils ont sorti des paquets de cartes Rival, qui étaient juste comme tu joues juste ça. L'équivalent de Ouais. Commander de Magic. Là. Spearhead, c'est ça aussi. Tu joues tes War Scrolls. C'est ça. Il n'y a pas d'option. C'est vrai. C'est ça que tu joues. Ta game va durer 60 minutes. Entre guillemets, là. Mais je suis certain que si toi et moi on connaissait nos règles par cœur, on aurait des games de 45 minutes, 1 heure, puis on aurait du fun, puis ça serait rapide et je pourrais en faire plusieurs d'affilée. Des Et games là, tout de. d'un coup, des games de Spearhead. Ah, ouais. Tu sais, un coup, tu connais tes règles, un coup, les affaires sont bien arrivées, tu connais les mécaniques une après l'autre. Pour moi, le jeu, rendu à la fin de ma première game, là, j'étais chill. Mm. C'était correct, je connaissais mes War Scrolls, mes units de base sont morts 2 fois, ils reviennent, ils ont les mêmes stats qu'il y avait avant, j'ai pas besoin de rien apprendre, ils ont un pouvoir spécial, ils s'appliquent pas tout le temps. Quand ils s'appliquent, je l'ai déjà utilisé le 2 tours, c'est correct. Fait que c'est assez simple, bare bone, pour que je puisse avoir du fun. Puis j'ai pas besoin qu'on me sorte trop de narratif pour ça, parce que je sais que mon expérience, elle est dans le court laps de temps que je passe à jouer ma game, à vivre des beaux moments avec toi, genre. C'est un autre fun. Mais que je pensais pas Ouais. que j'aurais pu vivre avec du Warhammer un jour. Fait que je l'ai vécu grâce à Underworld, puis quand j'ai rejoué Spearhead, pour moi, c'était comme Ah ouais. un match-up parfait. Fait que- mais je suis pas sûr que je le vivrais dans Age of Sigmar 4.0. Parce que le jeu est plus long, il est plus Ouais. gros, il est plus dense, il y a plus de règles. Fait Mais moi, ouais. en tout cas. Ah! Mais non, mais J'aime c'est pas plus correct. dense, plus de règles, mais j'aime ça plus long. Oui, ben ça, on en a déjà parlé. Ouais, Toi, les parties qui peuvent durer 4-5 heures, t'es comme, ça me pose pas de problème. Moi, je suis comme 4-5 heures, attends. Combien d'affaires je peux faire dans ma vie durant ouais, 4-5 c'est heures? ça. Pour m'avoir 4-5 heures à la même place, là, t'es mieux d'être intéressant longtemps. Fait que, bon, je dis pas à la personne là, qui est là-dedans, je dis juste le jeu, l'expérience en général. Là. Ouais. Habituellement, si je joue avec quelqu'un, c'est parce que je le trouve assez intéressant pour Mhm. qu'on ait du fun ensemble puis que j'ai le goût. J'ai pas ce drive-là de tout le temps jouer. Fait que c'est pas. C'est ça. Mais ouais! Fait que dans le fond, si on résume ça, pourquoi jouer à des jeux en dehors de Warhammer, Josimar puis de 40K, ça serait pour répondre à une curiosité que tu as déjà. Ouais. Pour peut-être découvrir une nouvelle curiosité ou une nouvelle appréciation que tu n'avais pas avant. Pour pouvoir concrétiser les choses. Nouvelle Vas-y. appréciation de quelque chose de nouveau ou de ce que tu aimes déjà. C'est vrai, c'est là que je m'en allais, ouais. Et je pense qu'il y a pour, pour pouvoir se découvrir soi-même dans le wargame en général, quand, quand on. Ça va être un peu poétique, là, mais Oh. j'ai l'impression que quand j'ai commencé dans le hobby en 2011, j'avais vraiment tendance à chercher ce qui était mainstream. Puis à un moment donné, c'était 40K à l'époque, fait que j'étais vraiment comme, je veux faire des Space Marines. J'étais incapable de peindre des Space Marines, quelque chose qui avait de l'allure. Puis Warhammer Fantasy était juste là. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui le jouait. Fait que j'étais comme, ben c'est le underdog. Le underdog, c'est Warhammer Fantasy. 40K, c'est la grosse beast. Fait que je vais aller root for the underdog, je vais aller chercher du Warhammer. Puis là, tout d'un coup, Ouais. j'étais capable de peindre des elfes. Le dry brush paraissait bien. Mes techniques de base à l'époque, j'avais jamais peint de ma vie. Ça paraissait bien. Puis même chose pour les règles. Puis j'ai l'impression qu'au début de mon expérience de hobbyiste, j'avais des passions, j'avais des envies, j'avais des instincts qui me disaient c'est ça que je veux faire. Mais j'avais pas les outils pour pouvoir le faire. J'aurais eu envie de vivre une campagne, je ne savais pas comment en runner une. J'avais Ouais. envie de vivre une game narrative,
Mais ma game narrative, elle avait l'air d'une game de match-play avec beaucoup de points. Puis, au fil du temps, à force d'essayer différents jeux, j'étais capable de pouvoir revenir à mon expérience de départ. Puis, à la fin de la vie de Warhammer Fantasy, j'étais capable de pouvoir rouler des campagnes. J'étais capable de pouvoir raconter des histoires. J'étais capable de mieux peindre mes armées. J'étais capable de pouvoir inventer des règles. J'étais capable de pouvoir régler des problèmes de règles. Tout ça parce que j'avais joué à 40 000. J'avais joué à Blood Bowl. J'avais joué à Kill Team. J'avais joué à des jeux dans des White Dwarf. J'avais joué à des board games. Là, on n'a pas touché au board game, mais les board games, ça en a un autre très bon aussi. Il y a plein de board games qui utilisent Hero Quest. Ben oui, on a parlé de Spearhead. Warhammer Quest. On a. Tu sais, tantôt, je parlais de mauvaise foi. Là. Fait que maintenant, si les gens se demandaient, David, il se tient où sur Spearhead, ils savent que tu penses que c'est un board game. Oh, c'est en partie une blague. Là. Bon, pour le bénéfice des gens qui ne nous regardent pas, j'ai fait un petit sourcil à David. mais oui, tu as raison, il y a beaucoup d'éléments de Spearhead qui viennent du board game et il y a plein de moments où je joue à des board games que j'ai l'impression que Warhammer est allé en chercher là-dedans pour Warcry, pour Kill Team, pour Necromunda et ainsi de suite. Fait que, tout ça pour dire, en tant que hobbyiste, j'ai évolué dans ma façon d'apprécier le hobby et de ne pas me gêner de faire ce que j'ai envie et de modifier ce qui existe dans le jeu que j'aime. J'adore 4K, j'adore Age of Sigmar. Quand je rencontre quelque chose que j'aime pas, je me gêne pas pour proposer des modifications, pour changer des trucs. Mais c'est pas basé sur seulement ce que je connais dans le jeu qui existe déjà ou dans les éditions d'avant. C'est basé sur l'expérience que j'ai de d'autres jeux autour que j'ai expérimenté, puis que j'ai vu ça marche là-bas. Si ça marche là-bas, ça va marcher ici aussi. Parce que je connais tellement bien mon jeu qui est là-bas et je connais tellement bien mon jeu que j'ai ici que je suis capable de pouvoir les merger. La patrouille qu'on parlait tantôt est un excellent exemple. Tu rajoutes une patrouille dans quelque chose. C'est un mini-jeu, ça se rajoute à quelque chose, mais ça peut donner un contexte narratif intéressant, puis un nouveau mode de jeu, puis une nouvelle raison pourquoi est-ce que les choses sont faites comme elles sont faites dans Age of Sigmar ou dans 40K. C'est pas que ça rend meilleur, c'est pas que ça rend pire. Ça donne des options. C'est une boîte à outils. Tout à fait. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Toi? C'est pas pire. Mis à part de chialer contre les board games, là, qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Mais non, mais je chiale pas contre les board games. En fait, je l'ai déjà entendu de façon négative. Tel jeu, c'est un board game. Moi, je pense que les board games ont tellement explosé, ont tellement exploré dans les dernières années, qu'on serait fou de ne pas aller s'inspirer de ce qui a été trouvé là-dedans, parce qu'il y a des bonnes choses. Ben oui, puis surtout qu'il y a plein de gens qui travaillent sur des board games, mettons, juste chez Games Workshop, qui travaillent sur les jeux qu'on a en ce moment. Fait que, moi, personnellement, quand je joue à Blood Bowl, j'ai l'impression de jouer à un board game. Ça fait pas en sorte que j'ai pas envie de jouer à Blood Bowl, ça fait pas en sorte que j'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo de Blood Bowl. Puis à la limite, Blood Bowl n'est pas une simulation de la guerre, donc ce n'est pas un wargame. Non, ça serait un sports game, mais... Ouais. Ouais. Non, t'as raison, mais je pense que c'est une très belle façon de finir ça. Ben, c'est tout pour nous. Ben, on espère que vous avez apprécié cette belle discussion philosophique semi-concrète. C'était vraiment cool, David, de pouvoir jaser un peu de ça. Je pense qu'on n'est pas allé dans des outils concrets, mais on en a donné quand même. J'aime ça pouvoir tourner autour du pot puis de donner des affaires concrètes. C'était comme un beau mix, je pense, de philosophie puis d'outils. Je trouve ça le fun. Puis, ben, vous pouvez nous ajouter sur les médias sociaux. Donc, on a les épisodes qui sortent à chaque semaine. Spotify, Balado Québec, YouTube. On a aussi les médias sociaux comme Facebook. Donc, Soirée Peinture, le Balado, qui est la page officielle, avec les événements, dont l'événement du 3 novembre, par exemple. On a Soirée Peinture, la communauté, qui est l'endroit où on a le groupe où on partage des trucs tout le monde ensemble. Et on a Soirée.peinture, qui est évidemment le Instagram. Puis pour le YouTube,
C'est vraiment simple. Vous allez sur soirée, peinture. C'est ça. Vous l'avez trouvé. Donc, merci pour votre écoute. Si vous voulez partager les épisodes, gênez-vous pas. Oui. On adore faire ces épisodes-là chaque semaine pour vous. Et on aime ça pouvoir découvrir des nouvelles personnes. Donc, gênez-vous pas. Partagez-le. Mettez-nous des notes sur 5. Et écoutez, si vous n'avez pas aimé l'épisode, puis vous vous êtes rendu jusqu'à ce point-ci, je suis vraiment désolé que vous ayez enduré tout ça jusqu'à ce moment-là. Mais à quelque part, je pense que vous êtes un peu masochiste, puis c'est correct. Mais pour les autres, on espère que vous avez aimé l'épisode puis que ça vous a fait plaisir et que vous avez appris quelque chose. Fait qu'il y aurait juste une chose à dire. David? Semi-concret, semi-croquant. Oh. J'étais sûr qu'il y avait une joke de croque-monsieur qui s'en vient. J'étais sûr, là, t'as dit semi-croquant, j'étais genre, il va parler d'un croque-monsieur. C'est sûr. Bonne soirée peinture!